Bonjour, pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir la sociologue Monique Pinson-Charlot. Le plaisir parce qu'avec son mari Michel Pinson, ils ont tous les deux établi une formidable chronique des riches et des politiques conduites en leur faveur. Il y a d'abord eu le premier essai qui a fait beaucoup de bruit, le président des riches, c'était à l'époque de Sarkozy, 2011. Il y a eu, je ne vais pas tout citer, il y a eu la violence des riches, c'était sous le quinquennat de François Hollande, 2014. Alors évidemment, Monique Pinson-Charlot, on attendait la suite, la chronique des riches sous Macron. Eh bien, la voilà, c'est le président des ultra-riches, chronique du mépris de classe dans la politique d'Emmanuel Macron. Donc c'est chez Zone. Alors, les ultra-riches, Monique Pinson-Charlot, c'est de la surenchère, parce que vous êtes obligé de le dire ça, ou c'est vraiment, ça colle à ce qu'est Emmanuel Macron et son quinquennat? C'est-à-dire que c'est lui qui représente cette classe des riches, et c'est lui qui est dans la surenchère. C'est lui qui est l'ultra, qui est dans l'ultra-violence de classe. Et donc, par rapport à Nicolas Sarkozy, au président des riches, que vous venez de citer en 2011, c'est vrai que son bouclier fiscal qui nous faisait hurler de douleur, finalement, est pas grand-chose par rapport aux cadeaux fiscaux qu'a fait Emmanuel Macron dès son arrivée à l'Élysée. Donc c'est sociologue. Vous avez un travail de méticuleux, d'addition, de cartographie. Alors vous commencez par les cadeaux. Et c'est pas seulement l'ISF, c'est la cascade de cadeaux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, au fond, Emmanuel Macron, il est vraiment dans notre thèse de non plus la lutte de classe, mais d'une guerre de classe que mènent les plus riches contre le peuple. Ouais. Et là, avec les cadeaux qu'il a faits aux plus riches dès son arrivée à l'Élysée, c'est au fond, c'est un système structurel qui a été mis en place. C'est pas simplement l'ISF. Ouais. Vous les énumérez, il y a l'ISF, il y a la flat tax, donc l'impôt à 30% qui un cadeau sont encore beaucoup plus spectaculaire que l'ISF. Il y a le CICE, 40 milliards d'euros cette année. Voilà, c'est un système. Oui, c'est un système qui, au final, se chiffre, si on compte les cadeaux fiscaux aux entreprises. Les riches, ils sont des particuliers, mais c'est aussi des chefs d'entreprise, des actionnaires, des créanciers. Et donc, ils gagnent par tous les bouts. Ouais. Et là, vous venez de citer donc les 40 milliards d'euros cette année pour le CICE, vous avez cité l'ISF, la flat tax. Eh bien, vous employez la formule, un pognon de dingue pour les riches. Oui, ben c'est lui qui l'a dit à propos de l'argent pour les pauvres, alors on pouvait bien le lui retourner, c'était une bonne guerre, si je puis dire. Mais vous voyez, par exemple, pour l'ISF, ça devait entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2018, et puis tous les donateurs, tous les gens très riches qui l'ont placé à l'Élysée, qui l'ont porté au pouvoir, toutes ces puissances d'argent, ont réclamé un retour d'ascenseur beaucoup plus rapide. Ouais. Et du coup, la loi est passée le 12 octobre 2017. Et donc, c'est pas rien ce que je suis en train de dire, parce que ça montre que Emmanuel Macron, il est pieds et poings liés avec cette oligarchie. C'est le porte-drapeau, c'est le fondé de pouvoir. Voilà, comme il était fondé de pouvoir chez Rothschild, eh bien, il est le fondé de pouvoir de l'entreprise France. Oui. Dans la description que vous faites, c'est pas seulement le fondé de pouvoir des riches, c'est que du même coup, vous expliquez bien que, en fait, le système Macron, c'est un immense transfert de revenus. Ce que l'on donne aux riches, ça vient des pauvres. Donc il y a le système autour des riches, l'oligarchie, implique un système de violence sur les pauvres. Il faut prendre aux pauvres. Voilà, pour redistribuer aux riches. Pour donner aux riches. Et oui, c'est pas un transfert, c'est une prédation. Et vous l'avez dit, prendre, c'est une prédation systématique. Prendre aux pauvres pour donner aux riches. Et d'ailleurs, vous voyez, quand il a fait son allocution le 10 décembre 2018 par rapport à la lutte des Gilets jaunes et qu'il a lâché 10 milliards, ces 10 milliards, il ne les a pas pris dans les cadeaux qu'il a fait aux plus riches dont on a parlé. C'est nous, les contribuables, c'est-à-dire vous, moi, les Gilets jaunes, qui allons payer cette somme. Et en plus, avec Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement les chiffres qui sont intéressants, c'est toujours les manipulations qui sont derrière. Alors par exemple, par rapport à ce que je viens de dire avec cette allocution du 10 décembre, tout de suite,
non seulement c'est nous qui payons, mais c'est nous qui aggravons le déficit de la France. Ouais. Donc les Gilets jaunes, ils ont toujours tort en tout. Ouais. Ils demandent du pognon, on leur en donne, ils aggravent le déficit. C'est donc eux qui vont nous foutre dans le mur, qui vont Ouais. nous foutre, qui vont nous faire pointer du doigt par l'Europe. Ouais. Alors, on va revenir tout à l'heure sur la question des Gilets jaunes, mais ce que je trouve intéressant dans le travail que vous faites, c'est que vous montrez aussi que, en disant le président des ultra-riches, c'est qu'il y a une sorte d'accumulation qui fait système. Vous dites, à un moment donné dans le livre, les politiques libérales rendent les riches de plus en plus riches. Oui. Hein, oui. Et donc Macron est un peu l'aboutissement extrême de ce système. C'est-à-dire que lui, il a lié, il a fait des cadeaux au capital, aux capitalistes, aux revenus du capital, comme ça ne s'est jamais produit. Récemment, en tout cas depuis Sarkozy, que nous on suit bien toutes ces questions. Voilà. Alors lui, si vous voulez, en supprimant l'ISF, il a supprimé l'ISF en supprimant les valeurs mobilières, les actions, les obligations. Or, les 100 plus riches de l'ISF, nous on a fait un travail avec Michel en 1999 où on a eu accès, grâce à Laurent Fabius et la DGI, au dossier des 100 plus riches de l'ISF. Et là, on l'a publié dans un livre Grande Fortune, publié chez Payot en 1999. On s'est aperçu que les 100 plus riches de l'ISF avaient 97% de leur patrimoine assujetti à l'ISF qui était composé exclusivement de valeurs mobilières. Ouais. Donc, en supprimant les valeurs mobilières de l'ISF, on voit bien qu'il a avantagé les plus riches. Ouais. Alors ça, l'ISF, ces valeurs mobilières, c'est ce qu'on appelle le stock du capital. Ouais. Mais ce stock, quand ça représente des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'euros, évidemment, ça produit des revenus, les revenus du capital. Alors là, on va appeler ça les flux. Et jusqu'à présent, les revenus du capital étaient comme les revenus salariaux imposés. Un impôt sur le revenu avec un taux supérieur, marginal, comme on dit dans le jargon, pouvant aller jusqu'à 45%. Voilà. Alors là, ça tombe à 30 avec... Alors non, parce qu'il y a une manipulation encore derrière. C'est pour ça qu'il faut les chiffres ont l'apparence d'être objectifs, mais derrière, il y a des manipulations. Alors, en réalité, quand Emmanuel Macron a dit on instaure la flat tax, alors l'impôt de solidarité sur la fortune... La flat tax, donc, c'est la taxe à 30%. Voilà, c'est-à-dire, alors je reviens, l'impôt sur la solidarité de la grande fortune élimine la solidarité des plus riches avec le reste de la nation. Ouais. On supprime la solidarité. Avec la flat tax, on supprime la progressivité de l'impôt. Ouais. Les riches, avec leurs revenus du capital, ne seront imposés que de manière forfaitaire. Il faut le dire à ceux qui nous regardent, c'est au cœur de la République. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, chacun doit contribuer au prorata de ses facultés contributives. C'est ça qui est cassé. Il a annihilé ce principe fondamental de la solidarité nationale, de la solidarité sociale. Alors, cette flat tax, donc, elle est forfaitaire. Et la manipulation que je vais essayer d'expliquer, c'est qu'il a déclaré qu'elle était à 60, que les impôts sur les revenus du capital étaient imposés au maximum à 60% et que ça allait diminuer, passer à 30%. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand il dit ça, il inclut la CSG, la CRD, il inclut toutes les cotisations, mais pas quand il s'agit des salariés. De telle sorte que la vérité est la suivante, les revenus du capital seront désormais imposés à 12,8%, que vous soyez Bernard Arnault ou pauvre bougre, si vous avez quelques actions, ou moi j'en ai pas, mais enfin admettons, tout le monde sera imposé à 12,8%, alors que la première tranche d'imposition des salariés est de 14%. Oui. Donc on arrive à quelque chose... Même 0%. C'est la première tranche, c'est 0. Voilà, 56% des foyers fiscaux ne payent pas parce qu'ils sont trop pauvres. Ouais. Mais pour ceux qui ont un peu d'argent, c'est 14%. Alors, est-ce que vous vous imaginez ce que ça veut dire ? Que les capitalistes, le capital sera moins imposé que le travail. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Emmanuel Macron, c'est vraiment le président des ultra-riches. Voilà. Alors, à la sociologue, vous aimez bien vous définir comme sociologue ordinaire. Parenthèse, pourquoi sociologue ordinaire ? C'est parce qu'en Suisse,
quand vous êtes au maximum des titres universitaires, on vous appelle professeur ordinaire. Voilà. Et nous, on a trouvé ça adorable. Donc avec modestie, sociologue ordinaire. Donc à la sociologue ordinaire, cette question, vous dites pas seulement le président des ultra-riches, vous dites aussi gouvernement de riches. Ah ben oui. Vous faites la sociologie du gouvernement. Pourquoi vous employez cette formule? C'est-à-dire qu'avec Emmanuel Macron, on s'aperçoit qu'à quelque endroit qu'on se place dans l'espace politique, dans l'espace économique, dans l'espace social... La consanguinité est partout présente. Elle est partout. C'est-à-dire que, honnêtement, c'est un pillage par tous les bouts de l'État, du peuple. Et le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, 32 ministres et secrétaires d'État, eh bien, vous en avez 12 qui sont millionnaires. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le cynisme de classe, c'est que la plus riche de ces ministres s'appelle Muriel Pénicaud. C'est elle qui a passé le casting réussi pour être ministre du Travail et par ordonnance détricoter complètement le code du travail et mettre à mal les travailleurs. Eh bien, cette femme, elle a 1 700 000 euros de ce qu'elle a déclaré à la haute autorité, dont 1,3 million qui est fait uniquement de valeurs mobilières. Alors, je peux vous dire qu'elle a apprécié la suppression de l'ISF. Alors, dans l'eau, vous en citez d'autres, dont Nicolas Hulot, qui est pas. Oui, il est parti. Il était en deuxième posture. Mais quand vous regardez sous l'œil de la sociologue, la consanguinité, est-ce qu'elle est plus forte aujourd'hui que sous Sarkozy? Parce que Sarkozy, on parlait du capitalisme du Fouquet's. Il y avait Sarkozy au milieu des très grandes fortunes. Quelle est la nature de la consanguinité entre Macron et le monde de la finance? C'est pas le même. C'est le même, mais en plus, c'est-à-dire c'est plus resserré. Il y a des exigences du MEDEF, des banques qui sont beaucoup plus fortes, qui sont beaucoup plus... quand j'ai dit au début de l'entretien qu'il était pieds et poings liés... Est-ce que je peux dire, est-ce que ça vous convient comme formule, que Sarkozy, c'était le capitalisme familial? Quelques grands noms, Bolloré, Bouygues, etc. Tandis que là, c'est beaucoup plus la finance. Je ne suis pas assez bonne économiste pour vraiment être assurée de ma réponse. Mais par contre, ce dont je suis assurée, c'est un système oligarchique qui est en place à tous les niveaux. Vous-même, vous avez fait ce travail sur la caste avec les inspecteurs des finances, tout Bercy, de partout. Il y a des hommes de main, des gens au service. Il y a une toile d'araignée, vous voyez, qui est tissée avec plein de fils et qui forme une chape de plomb sur nous tous, les classes moyennes et les classes populaires, d'une densité, je pense, du jamais vu. Alors, comment définir cette oligarchie? Est-ce que c'est une plutocratie ou est-ce que plutôt un système, une oligarchie quasiment monarchique? Vous employez, à mon avis, c'est même le titre d'un chapitre, Macron le Versaillais. Pourquoi vous employez cette formule? C'est-à-dire que Emmanuel Macron, du fait qu'il était très jeune, puisqu'il n'avait même pas 40 ans quand il a été élu, c'est vrai qu'il a éprouvé le besoin. Puis dès 2015, il disait il y a une grande figure qui manque dans la Ve République, c'est le roi. Donc dès le départ, je pense que très vite, on le voit d'ailleurs dès le départ quand au deuxième tour des élections, il fait sa grande marche là le long du Louvre. Il essaye de montrer qu'il est habité et il essaye de construire ce qu'un historien, Kantorowicz, a écrit comme les deux corps du roi. C'est-à-dire, il y a le corps fait de chair et de sang d'Emmanuel Macron, mais que ça, il habille toujours avec un costume que nous avons reproduit dans la couverture du livre, ce costume bleu marine qu'il porte tous les jours, et qui est là pour masquer, pour transfigurer son corps avec de la prestance, une posture, le port de tête altier, le regard franc, vous voyez. Et il est maquillé. Et par exemple, pour sa campagne électorale, il y a quand même eu 29 000 euros de frais de maquillage. Et là, pendant la lutte des Gilets jaunes, on a vu qu'il se maquillait les mains, qu'il essaye de cacher les misères de la finitude humaine. Il ne dort pas beaucoup, donc il faut qu'il soit... Voilà.
Et puis, alors ça, c'est son corps, le corps humain, la finitude qui doit être masquée par le corps du roi, qui, lui, baigne dans une immortalité symbolique qui, de roi en roi, au moment de leur enterrement, on crie le roi est mort, vive le roi ». Et c'est d'ailleurs intéressant que Emmanuel Macron ait eu cette posture monarchique, parce que toutes les grandes familles avec lesquelles nous avons travaillé, Michel et moi, pour fonder la légitimité du travail dont on discute aujourd'hui, construisent, après la noblesse d'Ancien Régime, la bourgeoisie n'a rien fait d'autre que d'inscrire la richesse et le pouvoir dans le temps long des dynasties familiales. Alors, dans le livre, vous parlez un petit peu des Gilets jaunes, pas beaucoup. J'imagine que votre travail a commencé avant l'explosion sociale. Bien sûr. Mais en même temps, quand vous avez tellement écrit sur la violence des riches, vous avez été surprise par cet inédit, ce surgissement. Oui. Oui. Très sincèrement, oui. Parce que je ne pouvais pas imaginer un mouvement qui passe au-dessus de tous les corps intermédiaires que sont les syndicats, les partis politiques, toutes les associations. Je veux dire, quand on fait des rencontres en France, on voit qu'on a un tissu de tas de choses qui se passent, contestataires, critiques par rapport à la violence de classe que nous subissons. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça se produise. Et puis, parce que vous étiez pessimiste. J'étais pessimiste. Parce que si on prend votre travail au sérieux, oui. On se dit, mais cette violence-là ne pouvait déboucher que par ce surgissement. Eh bien voilà, vous avez tout dit. Voilà. C'est exactement ça. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le fait qu'avec Emmanuel Macron, on est monté d'un cran, de plusieurs crans au-dessus de la violence des riches, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réaction de classe, des classes populaires. Et donc, quand on nous a dit dès le départ, vous savez, vous n'avez pas allé les gilets jaunes, il y a des gens d'extrême droite, il y a toutes sortes. Mais nous, avec Michel, on s'est tout de suite dit, mais une classe, elle est hétérogène. Il y a des tas de... Voilà, dans la classe des riches, il y a des gens qui sont plutôt socialistes, il y en a d'autres qui sont les républicains, il y en a d'autres qui sont en marche, la pire des conservations, d'extrême droite. Enfin, vous voyez, une classe, c'est pas un parti politique. Et là, effectivement, par rapport à la classe des riches qui mène la guerre avec le grand chef, c'est moi le chef, Emmanuel Macron, eh bien, s'est constitué quelque chose qu'on ne pouvait pas penser possible, s'est constitué une jacquerie, une révolte de classe, et qui a emporté les corps intermédiaires, qui est passé par-dessus tout ça. Et c'est pour ça qu'il demande la démission d'Emmanuel Macron. Parce que c'est lui le chef, c'est lui le chef d'entreprise de la France entreprise. J'ai deux dernières questions sur la nature de votre travail. C'est un d'abord sur la sociologue. En fait, vous avez labouré un sillon et vous avez un peu dépassé le travail de la sociologue en faisant une sorte de fresque sociale de l'époque. Non, c'est pas... Vous pensez... Non, je ne pense pas comme vous. Parce que, comment dire, je suis sociologue parce que j'ai été embauchée au CNRS avec mon mari dans une case de l'institution qui s'appelait la sociologie. Ouais. Mais donc je me définis sociologue. Mais si vous voulez, je suis une chercheuse en sciences sociales. Voilà. Parce qu'on a fait de l'ethnographie, de l'anthropologie, on fait de la science politique, de la science économique, maintenant de la climatologie. Enfin, voilà. Et la richesse de cette discipline, c'est que il y a beaucoup d'économistes qui n'aiment pas qu'on les qualifie d'économistes, qui disent je suis chercheur en sciences sociales. Voilà. Et vous voyez notre maître à penser, Pierre Bourdieu, dès le départ, en 1975, on était jeunes chercheurs, quand il a créé sa revue, Actes de la recherche en sciences sociales. Et donc tout ça nous a toujours habités et intéressés. D'accord. Il y a une dernière question qui me vient à l'esprit, c'est que quand on lit vos titres, président des riches, président des ultra-riches, ça renvoie le titre à une conception misérabiliste. Le méchant patron et le pauvre ouvrier. Or, en fait, pas du tout, parce que quand on vous lit sans arrêt, et vous l'avez exprimé à l'instant, il y a une référence aux critères de classe.
qui l'emporte. Donc c'est pas un point de vue moral que vous adoptez, c'est voilà. C'est un point de vue froid, c'est un point de vue de sociologue. Si je dis marxiste, c'est bon pour nous. Anticapitaliste, de toute façon, nous pensons, Michel et moi, qu'il n'y a pas d'autre issue que de sortir du système capitaliste pour sauver l'humanité et la planète, parce que de toute façon, les détenteurs des titres de propriété en voudront toujours plus, et avec cette arme que constitue aujourd'hui la propriété privée des usines, des médias, de tout est marchandisé maintenant, même le social, le travail social, tout est marchandisé. Eh bien, ils vont marchandiser la lutte contre le dérèglement climatique ou pour le dérèglement climatique, afin que ça soit favorable aux plus riches de la Terre. Et donc, le monde des Gilets jaunes, c'est un petit coin de ciel bleu? Ou est-ce que... Ah ben c'est un beau soleil. C'est un beau soleil. Un beau soleil. Bon, ben, oui. Écoutez, c'est une bonne conclusion. Michel Pinson-Charlot, je rappelle le titre de l'ouvrage écrit avec votre mari, Michel Pinson, Le président des ultra-riches, chronique du mépris de classe dans la poétique d'Emmanuel Macron. Et c'est chez Zone. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup.